Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent pour la première fois à notre rendez-vous hashtag question A. Bienvenue aussi à ceux qui ont l'habitude maintenant de ce rendez-vous hebdomadaire dans le cadre de la campagne de Nous Caféions maintenant. C'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver dans ce format. Cela nous permet d'échanger et de poser directement nos questions donc, à l'invité. Et ce soir, c'est un invité particulier que nous recevons. C'est Lucien Loury, donc, qui est tête de section dans le Sud. Je laisse à Daniel le soin et l'honneur de pouvoir le présenter, mais simplement quelques rappels pour que cet échange puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je vous invite donc à couper vos micros quand vous n'intervenez pas. Je vous invite également donc à poser vos questions directement dans le chat et Dariel qui anime avec moi pourra donc faire suivre vos questions. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions directement, à participer, à échanger et à rebondir. Donc, c'est un format de 45 minutes. On aura donc un petit temps de présentation donc, de Nous Caféions et puis Daniel va introduire aussi la séquence et puis question à Lucien Loury, ce sera donc à lui et à vous la parole. Donc, si vous le permettez, quelques mots pour vous présenter Nous Caféions. C'est aujourd'hui une belle aventure humaine qui s'organise particulièrement autour d'un binôme, autour de deux candidats qui ont choisi de s'unir pour rompre véritablement avec cette image que nous connaissons aujourd'hui de l'homme ou de la femme providentielle. Et c'est une convergence. C'est une convergence de valeurs, des valeurs telles que la justice, la probité, la responsabilité, l'éthique politique. Et ce binôme donc, est bel et bien incarné aujourd'hui par Béatrice Bellé et Daniel Robin, qui sont tous les deux désintéressés en fait de toute ambition personnelle, mais vraiment tournés vers l'amour de la Martinique, vers les Martiniquaises, les Martiniquais. Vous avez très certainement eu l'occasion, vous aurez l'occasion de les rencontrer sur le terrain, d'échanger avec eux aussi directement dans le cadre de leurs actions de proximité, parce que c'est avant tout une femme et un homme de terrain proches de vous, proches de la population et qui ont à cœur vraiment la défense de l'intérêt général et du réenchantement de la politique. Parce qu'on entend souvent sur le terrain que, voilà, que la population martiniquaise n'y croit plus, est complètement désintéressée de la politique et nous savons donc qu'il y a véritablement un enjeu autour du réenchantement de la politique et ils en ont fait en tout cas l'un des axes de leur démarche et de leurs actions. Et aujourd'hui, ils militent pour la cohésion sociale, pour la lutte des inégalités et aussi la précarité, tout cela au service d'un mieux vivre et d'un mieux-être pour chacun. Et aujourd'hui, cet objectif donc de réconcilier la politique avec le citoyen, c'est vraiment l'offre de Nous Caféions, qui est déterminée, vraiment déterminée à faire entendre en tout cas cette voix de la population martiniquaise, des citoyens qui ne veulent plus en fait rester dans ce statu quo. Et aujourd'hui, ils veulent faire entendre cette différence et rassembler les femmes, les jeunes, les moins jeunes, tous les Martiniquais,
tous ceux qui sont dans l'attente d'une rupture pour engager la Martinique dans une transformation profonde. Et nous, Caféion, on est la seule liste, vous m'entendez, c'est la seule liste aujourd'hui, et personnellement, j'en suis convaincue, qui ne se réduit pas à une alliance ni à un pacte électoral, mais qui vraiment est tournée vers l'intérêt général. Et nous sommes certains que cette élection sera l'occasion de faire la différence avec une proposition inédite qui est fondée sur un partenariat politique qui est cohérent, qui est respectueux de l'identité des organisations qui l'ont fondée. Et aujourd'hui, nous, Caféion est vraiment en fait en accord avec ses valeurs, avec ses principes et entend vraiment poursuivre cette démarche en ancrant en tout cas leur action dans le socle de valeurs qu'ils ont choisi, en tout cas, Béatrice et Daniel, de vous proposer. Donc, voilà, nous, Caféion, c'est aussi une vraie aventure humaine. Et je vais m'arrêter là et je vais donc passer le micro à Daniel, le micro virtuel à Daniel pour quelques mots d'introduction. Merci Camélia, bonsoir à toutes et à tous et merci de passer ce petit moment avec nous dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire Question A. Et ce soir, donc, question à Lucien Loury. Alors, c'est un bonheur pour moi de le présenter, d'abord parce que je crois que c'est un authentique Martiniquais. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'amour du pays chevillé au corps, qui est d'une bienveillance et vraiment d'un abord tellement agréable pour chacun que c'est un bonheur que de pouvoir le fréquenter maintenant quasiment au quotidien depuis bientôt 3 mois, ça va vite. Et dans la famille Loury, à Rivière-Salée, le seul que je ne connaissais pas, je crois que c'était Lucien. Donc, nous avons fait connaissance à l'occasion de cette campagne. Une famille authentiquement saléenne, comme la mienne. Nos parents ont vécu à quelques centaines de mètres les uns des autres. Et surtout, c'est un vrai passionné, un des fondateurs de la filière cacao dont vous avez entendu parler, donc, et notamment à travers ce syndicat qui s'appelle Valcaco, donc cette association dont il est le vice-président. Donc, c'est un heureux retraité qui consacre ses journées, avant de faire la politique, c'était à faire la promotion du cacao. Maintenant, il fait la promotion de nous Caféion et du cacao, dans cet ordre-là, je précise. Et je remercie vraiment Lucien d'avoir accepté d'embarquer avec nous dans cette aventure à laquelle il contribue par sa capacité vraiment à fédérer autour de lui, à emmener beaucoup de personnes vraiment à nous rejoindre. Et je trouve qu'il a une équipe, il a su mener autour de lui une équipe dans le Sud qui est remarquable, de compétences, d'engagement, de motivation, de dynamisme et d'engagement. Donc voilà, Lucien, en quelques mots, en tout cas, merci à toi. Et merci d'avoir dit oui et merci d'être présent ce soir pour nous faire partager tes passions. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors, Lucien, en quelques mots, si tu peux simplement te présenter en fait, surtout à celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux donc te présenter afin de faire connaissance avec toi? Oui, bien sûr. Alors Daniel, déjà presque je vous dis, hein. Alors je m'appelle Lucien Loury. On aurait dit qu'il me connaît depuis toujours. Donc, Lucien Loury, j'ai 63 ans. Je suis retraité depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai repris les plantations de cacao de mon père et puis l'aventure a démarré comme cela. Donc voilà, aujourd'hui, je suis à la tête de la filière cacao qui s'appelle Valcaco. Ça représente une centaine de producteurs adhérents et sympathisants et aussi environ 150 hectares de cacao plantés. Et ce soir, je vais un petit peu vous raconter cette histoire de cacao et tous les dérivés qu'on peut trouver avec le cacao et ce qu'on peut faire avec la banane, on peut faire avec autre chose. Et je vais vous raconter aussi l'histoire de ces jeunes qui m'ont rencontré il n'y a pas longtemps pour développer encore une autre filière d'excellence. Et vous voyez, on peut faire beaucoup de choses en Martinique. Voilà. Très bien, merci beaucoup Lucien pour ces quelques mots de présentation. Donc, je vais simplement attraper la balle au bon. Tu parles effectivement de ton désir d'échanger avec nous sur la filière du cacao et ta passion pour la transmission aussi, particulièrement autour des jeunes martiniquaises et martiniquais. Donc, une question qui t'est posée à toi.
pourquoi faire du cacao une filière d'excellence? Il y a-t-il vraiment une valeur ajoutée pour notre pays? Pourquoi faire du cacao? Alors, c'est une question que j'ai posée indirectement à mon père décédé. Mon père, quand tout le monde plantait de la canne et de la banane, lui, il a décidé de planter du cacao. Pourquoi? Je ne peux pas te répondre. Alors aujourd'hui, nous avons 2 plantations de cacao qui ont 71 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui a pris la relève. Aujourd'hui, en parlant de valeur ajoutée, alors si je vous disais ce que le cacao peut rapporter aujourd'hui, je peux vous dire qu'on peut très bien vivre du cacao aujourd'hui facilement. Voilà. D'accord, très bien, merci. Donc, autrement dit, tu confirmes qu'il y a vraiment cette valeur ajoutée pour le pays Martinique. Oui, tout à fait. Alors, nous avons rencontré beaucoup de monde au départ qui nous ont un peu découragés. Je ne vais pas citer des noms, mais ils nous ont dit qu'ils ne croyaient pas dans cette filière cacao. Et puis, chemin faisant, nous avons rencontré des personnes qui ont cru en nous, donc qui nous ont permis d'évoluer. Et aujourd'hui, au bout de... Alors, la filière cacao a pris naissance en 2015. Mais depuis 2012, nous avons commencé à faire des recherches auprès des nouveaux producteurs, auprès des personnes qui pourraient nous orienter vers la qualité. Et je veux parler du PAM. Donc, le PAM, c'est un laboratoire que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas. C'est le pôle agro-ressources Martinique. Donc, c'est eux qui ont recherché les variétés de cacao que nous avons. Et c'est là qu'on a découvert que sur les 10 grandes familles de cacao, nous en avons 7. Ce qui est énorme pour notre petite île. Et ils nous ont donné beaucoup de conseils au niveau de quelque chose qu'on appelle la fermentation. Et à partir de là, nous avons travaillé la fermentation. Et en 2017, nous sommes présentés à un concours qui s'appelle le Coco Award. Donc, nous avons envoyé 10 kilos de fèves en métropole, au Salon du Chocolat. Et nous étions les premiers surpris de recevoir un coup de fil de Jimmy Lozea et de Thierry pour nous dire que nous avons été sélectionnés et il faut aller retirer notre prix au Salon du Chocolat à Paris. Donc, depuis lors, on a reconnu internationalement que la Martinique pouvait faire de l'excellence, puisque nous ne voulons pas faire du cacao de bas de gamme, comme on dit, mais de l'excellence. Alors, je l'ai toujours dit aux jeunes qui viennent visiter ma plantation, soyez, peu importe ce que vous faites, excellent. L'excellence, ça se paye. Et je crois que c'est le son que je leur donne, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Ils m'écoutent attentivement parce qu'ils constatent que l'excellence, ça paye aussi. Alors, aujourd'hui, sur tous les producteurs de cacao il y a énormément de jeunes qui nous ont rejoints. Donc, je suis là pour les encadrer. Alors, ma grande passion aussi, c'est la transmission, non seulement en cacao, mais en d'autres choses encore. Ok, très bien. Merci Lucien pour ces éléments complémentaires. On l'a entendu que tu as cette passion pour la transmission et que tu as aussi ce cœur tourné vers la jeunesse martiniquaise. Je salue Marie-Janice qui est là et qui, je sais aussi, hein, ben voilà, elle œuvre au niveau du cacao aussi. Et c'est une jeune Martiniquaise qui se lève chaque matin, qui embrasse tous les défis qui se présentent devant sa porte autour des challenges qui se présentent. Et une question par rapport à cela, par rapport à cette passion pour la transmission, est-ce que c'est une filière qui est créatrice d'emplois? Alors, dans l'immédiat, pas beaucoup, mais au niveau des producteurs de cacao, ça peut le faire vivre. Alors, je vais m'expliquer bien. Depuis que j'ai commencé en 2012, j'ai repris les plantations de cacao de mon père. Un jour, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a fait une petite émission. Cet homme s'appelle M. Bornil. Donc, il a fait une émission en Tchèpeia. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais cessé d'avoir des personnes qui viennent visiter la plantation ou acheter du cacao parce que les gens ont reconnu qu'il y avait la qualité. Alors, non seulement les gens viennent visiter la plantation, mais ils viennent pour acheter des plants, ils viennent pour me demander est-ce que je peux les aider à planter du cacao. Donc, je me déplace pour aller voir le terrain, je me déplace pour voir
dans quelles conditions, si le terrain est argileux, s'il est sablonneux, s'il est volcanique, peu importe. Mais je donne toujours les bons conseils puisque nous n'aurons jamais assez de cacao à la Martinique pour fournir l'offre, la demande, pardon. Donc D'accord. aujourd'hui, oui, Non, vas-y, je t'en prie. oui. Donc aujourd'hui, plus nous serons nombreux, plus la filière sera forte. Et je crois qu'il y a beaucoup d'avenir dans le cacao. Donc ceux qui sont venus pendant les 2 jours à Tivoli ont pu voir ce que les élèves de Croix-Rivaille, du LPA, du Robert et d'autres lycées ont pu faire, ont pu réaliser. Et je les tire mon chapeau parce que c'est vraiment formidable ce que je vois à partir d'une seule cabosse, tout ce qu'on peut faire. Alors, j'ai relevé quelques petites choses assez rapidement, hein. Donc, j'ai pu constater qu'avec une cabosse de cacao, on peut faire du gommage, du détergent, du savon, du chocolat, du cosmétique, du vin, du vinaigre, de l'aliment pour bétail, de l'engrais bio, du punch coco, de l'huile de massage, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des emplois, des petits emplois qui risquent de se mettre en place dans pas longtemps et ça va certainement diminuer le chômage. Et c'est ça l'objectif numéro 1 de Valcaco, c'est diminuer le chômage sérieusement. D'accord, donc je vois Dorothée réagir à la liste des produits ou de ce que nous permet de faire le cacao. Donc, une question qui est directement en lien avec ce que tu viens de nous expliquer, Lucien. Est-ce que le Oui, cacao, il peut finalement créer de la richesse en Martinique? oui, tout à fait. Alors, très simple, hein, j'ai fait mes petites recherches au niveau de la banane. Une tonne de banane, c'est 800 euros. Une tonne de canne, c'est 780 euros. Et une tonne de cacao, ça peut varier entre 15 000 et 25 000 euros. Donc, je crois qu'il n'y a pas photo. Tout le temps, c'est bon. Il faut savoir qu'une tonne de cacao, c'est un hectare planté. Okay? Donc, je crois que si quelqu'un part avec ne serait-ce qu'une tonne un hectare de cacao planté, il peut très bien vivre tranquillement avec cette tonne de cacao. Alors là, les valeurs ajoutées, c'est-à-dire que quand vous allez planter une tonne de cacao, vous allez récupérer le jus du cacao, vous pouvez faire votre vinaigre avec, vous pouvez faire du vin avec, et vous pouvez faire une très bonne boisson. Okay? Donc, nous avons Sandrine qui n'est pas là ce soir dans le Zoom, mais c'est elle que j'offre mes cabosses pour faire du savon et du détergent. Donc, toutes ces valeurs ajoutées peuvent rapporter de l'argent aux producteurs de cacao. Voilà. D'accord, très bien. Donc, une autre question qui s'adresse à Daniel, mais peut-être que tu pourras aussi apporter une réponse, Lucien. Mais quand on entend effectivement ce constat hein, et on apprécie la valeur donc, du cacao, comment peut-on expliquer qu'il y ait une telle richesse sur notre territoire et qu'il y ait ce décalage finalement entre l'offre et la demande? Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est par manque de soutien à la filière? Comment peut-on expliquer cela? Alors, c'est Daniel ou c'est moi? Alors, je laisse la parole à Daniel et puis je vais ajouter ma petite pincée de sel tout à l'heure. Très Alors, bien. mon approche ne sera pas une approche experte cacao, ce sera une approche un peu plus globale. Oui. Parce qu'il me semble, d'abord qu'il se passe quelque chose actuellement autour de la filière agricole. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un regain d'intérêt grâce à des initiatives comme celle de Lucien, mais pas que. Je me souviens que nous avons été visiter des exploitations agricoles dans le Nord, à Ducos. Et il se passe quelque chose autour de cette filière. Pourquoi? Parce qu'il y a des militants, comme ça que je les appelle, qui ont choisi de s'impliquer, de s'investir, d'investir de leur argent, de s'endetter par moment, parce qu'ils y croient, ils ont la passion. Et ce que je note, ça c'est des chiffres, c'est quand même très concret, il contribue à faire en sorte que l'autosuffisance alimentaire devienne une perspective et non pas une réalité, parce qu'on est encore trop assujetti à des volumes importants d'importation, y compris donc de produits agricoles, ce qui est une hérésie et une aberration ici en Martinique. Donc je crois qu'il y a besoin de reconquérir ces métiers. Et pour cela, donc, moi, je me réjouis de voir sur notre liste
des jeunes comme Marie-Janice, comme Sandrine, comme Jude et comme d'autres. Il y a aussi, comment ça s'appelle, notre chère sœur Bertina qui est là. Donc, des personnes qui ont choisi par goût, par passion, de se réapproprier cette réalité donc, agricole avec un enjeu, bien évidemment, c'est à la fois de créer de la valeur, créer des emplois, et surtout parce que nous sommes dans une réalité très consciente sur les sols, et le faire en étant très respectueux des sols, donc avec des réalités sans pesticides, donc qui permettent de valoriser justement toute cette agriculture qui est non seulement bio, mais en plus extrêmement prometteuse. Voilà. Donc la collectivité accompagne incontestablement, mais pour l'avoir vécu, ne serait-ce qu'avec Valcaco, et vous vous souvenez peut-être des épisodes que nous avions partagés en plénière, où finalement il a fallu une intervention en plénière de la présidente, Cora Bernabé, pour que le président de l'exécutif reconnaisse que le dossier était un peu enterré et qu'il prenne l'engagement publiquement devant les caméras de faire en sorte que ce dossier soit finalement accepté. Donc il y a encore des réticences, il y a encore des blocages, des oppositions par rapport à cela, c'est-à-dire que sortir du discours pour passer aux actes, c'est quand même le temps. C'est pour ça que Chemin d'Avenir et la FSM ont créé Nuka Fayon pour justement nous engager dans un autrement et être respectueux de ces porteurs de notre Martinique et faire en sorte qu'ils trouvent l'accompagnement juste, nécessaire. Et ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi l'accompagnement dans des éléments de structuration et faire en sorte qu'il y ait donc autour de ces projets un engagement ferme et réel de la CTM. Merci Daniel pour cette réponse. Lucien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, je dirais qu'au niveau d'une telle filière tellement prometteuse, il faudrait qu'on soit mieux accompagné, qu'on n'ait pas pleurniché pour avoir 20 000 euros, 21 000 euros pour une filière de cette ampleur. Sachez que non seulement nous avons pour vocation de faire du chocolat et tous ces produits dérivés, mais c'est beaucoup de choses que je mets en place. Nous avons par exemple Aline, une jeune femme d'une trentaine d'années qui a installé des tentes inouïes, des tentes de luxe dans les cacaoyères où ils pourront recevoir des touristes et les touristes pourront récolter, écabosser, faire la fermentation, etc. Nous avons beaucoup d'autres projets tels que la route du cacao qui partira du pêcheur pour aller jusqu'à Rivière-Pilote, peut-être chez Marie-Janice. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'autres projets. Et nous avons aussi cette volonté de créer un musée du cacao parce que ça manque en Martinique. La Martinique, c'était le numéro 1 mondial avant l'éruption de la montagne Pelée. Aujourd'hui, nous sommes à peine 25 hectares plantés. Ce n'est pas suffisant, mais ce qu'on a actuellement, c'est de la qualité. Donc, tout ça, il faut nous accompagner pour que ces filières se développent et que davantage de personnes viennent s'y ajouter le savoir-faire. Voilà. D'accord. Donc, en lien avec la question de tout à l'heure sur ce qui est de savoir si le cacao peut produire de la richesse en Martinique, on est vraiment donc dans une conception donc plurielle de la richesse autour de ce que nous offre, autour des possibilités qui nous sont offertes par le cacao. C'est ce que nous pouvons retenir. Alors, je crois que toutes les grandes chocolateries de métropole s'intéressent de près à nous. Nous avons refusé des offres alléchantes. Sopa de Nestlé nous a proposé carrément une usine pour faire des tablettes de chocolat en contrepartie des fèves de qualité. Donc, nous avons refusé parce que ce qu'ils font en Afrique, nous avons un petit peu mis un haut là dans tout cela. Nous allons sélectionner les personnes avec qui on fera affaire. Pour l'instant, nous sommes les partenaires des frères Lozea et Elo. Donc, pour l'instant, priorité à nos deux chocolatiers. Nous avons aussi des petits chocolatiers de Martinique qui sortent du bois. Et c'est tant mieux parce que la Martinique n'aura pas suffisamment de chocolat à offrir aux Martiniquais. Donc, tout ça, le chocolat, le cacao, tout ça est en mouvement et c'est tant mieux. Et je peux vous dire que j'ai une grande joie de chaque fois qu'un jeune me dit je me suis lancé, je suis content. Et je crois que Marie-Janice a de grands projets pour le mois de septembre et je l'encourage parce que je serai toujours derrière elle et toujours derrière un jeune qui veut avancer. D'accord. Merci beaucoup.
Donc, d'où l'intérêt par rapport aux sollicitations finalement extérieures, d'où l'intérêt de cet accompagnement dont parlait Daniel, de la collectivité, de pouvoir accompagner en fait la filière pour qu'elle ait finalement une identité martiniquaise avant tout. Tout à fait. Donc, nous avons eu des soubresauts de certaines personnes. Hein. Il ne faut pas croire que tout était de tout repos pour nous. Certains nous a même fait un petit peu de chantage. Mais le socle, la fondation de Valcaco est assez solide parce que nous sommes assez solides dans Valcaco. Nous sommes une douzaine de membres fondateurs. Nous sommes assez unis. Donc, les personnes extérieures qui souhaitent nous déstabiliser, nous avons quand même, nous sommes assez forts pour les contrer, même si financièrement, ils sont très puissants. Voilà. D'accord. Merci, Lucien. Donc, une question pour Lucien qui est directement liée à l'activité. Donc, dans quel environnement tempéré peut-on peut-être planter le cacao? Une question de Nicolas. Alors, Nicolas, si tu habites à Sainte-Anne, je te dirais que c'est mort. Il faut que le terrain soit un petit peu humide. Alors, on peut planter du cacao depuis Rivière-Salée, Rivière-Pilote, une partie de Sainte-Luce jusqu'à Grand-Rivière, puisque nous avons des producteurs à Grand-Rivière, aux pêcheurs. Une partie de 15 pilotes, tout ça n'est pas conseillé, mais il faut que le terrain soit un petit peu, qu'il ne soit pas argileux. Voilà. Si un terrain est argileux, ça c'est sûr, le cacao ne va pas s'épanouir. Donc, de toute façon, avant de vous lancer dans cette affaire-là, il faut toujours venir me voir. Pour l'instant, je suis le seul à aller sur le terrain, à vérifier si la personne peut planter du cacao. Et ce matin, j'ai rencontré un responsable de l'ONF et on en a parlé parce qu'ils veulent introduire le cacao en milieu forestier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux producteurs. Donc, très bientôt, on pourra planter, comme dans les pays de l'Amérique centrale, du cacao en milieu forestier. Très bien. Donc, merci. Donc, il te précise qu'il est sur Fort-de-France et au Marin. Au Marin, nous n'avons pas de producteurs au Marin. Fort-de-France, de quel côté? Parce que nous avons des producteurs sur Fort-de-France. À Balata, nous avons un producteur. À Tivoli, nous avons un producteur. Alors, si Nicolas est connecté, il peut intervenir directement ou alors répondre dans le chat. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonsoir à tous. Oui. Redoute. Tu as entendu, Lucien? Redoute à Fort-de-France. Redoute. Il faut le voir. Le terrain, il est comment? Il est pentu, il est plat? Légèrement pentu, légèrement, 10%. Légèrement pentu. Donc, il faudrait que je me déplace pour voir un petit peu si ton sol, il est sablonneux ou argileux. Argileux, c'est déconseillé parce que l'argile va emprisonner les racines et l'arbre ne va pas progresser. Voilà. Merci. Très bien. Donc, n'hésite pas, Nicolas, à laisser tes coordonnées en privé. On vous mettra directement en contact, Lucien et Nicolas. Voilà. Alors, j'aimerais aussi préciser que j'étais le parrain en quelque sorte, il y a 15 jours, d'un groupe de jeunes qui sont venus me voir, non, mais qui m'ont invité pour donner des conseils parce qu'ils veulent créer la filière vanille, la filière muscade et la filière poivre. Donc, une seule filière. Hein. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et je crois que nous pouvons aider toutes ces jeunes personnes. Donc, ils vont se mettre en association assez rapidement et je pense que c'est encore des ouvertures pour la Martinique. L'aspect économique, c'est très important parce que nous avons des producteurs de cacao qui font aussi de la vanille. Et il y a quelque temps, nous avons eu une manifestation dans un grand supermarché et ce monsieur avait amené quelques gousses de vanille pour moi et je les ai mis sur l'étal et en moins de 10 minutes, les 22 gousses de vanille étaient parties à 8 euros. Donc, ça prouve qu'il y a de l'intérêt pour ce produit, surtout quand c'est du produit de qualité. Il ne faut jamais oublier
faisons des choses de qualité. La qualité, ça se paye. Et les gens, aujourd'hui, on a remarqué qu'ils n'ont pas peur de dépenser de l'argent pour la qualité. Et ça, c'est très important. La santé avant tout aussi. OK. Donc, on voit bien en fait qu'il y a, mine de rien, un engouement pour le retour finalement à la production locale, aux ressources en fait que nous offre la Martinique. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on peut donc accompagner ces initiatives et transmettre aussi les savoirs, les savoir-faire et la connaissance tout simplement autour donc, de ces richesses et le cacao particulièrement ce soir. Tout à fait. Donc, une question pour toi, Lucien, qui t'est directement adressée. Pourquoi tu t'es engagé en politique? Aïe. Alors, je vais vous dire honnêtement, je l'ai déjà dit plus d'une fois, j'ai fait une intervention devant le préfet il y a quelque temps. Et à l'issue de cette intervention, quelqu'un est venu me voir pour me dire, Lucien, je suis avec Daniel Woba. Est-ce que ça t'intéresse d'être à la tête de liste ou bien être référent sur le sud de la Martinique? J'ai dit, pourquoi pas? Donc, le lendemain, branle-bas de combat, on m'a convoqué à Fort-de-France et je discutais avec Daniel et il savait que Daniel, les idées de Daniel correspondent avec mes idées. En grande partie, ces idées correspondent. Alors, le consommer local, le produit local, ça me parle. Le transport, la santé, toutes ces choses-là, ça m'intéresse énormément. Et puis, je dis banco. Et puis, je suis là avec vous. Ça fait presque 3 mois et je ne m'en plains pas. Je suis très content d'être avec vous et j'ai rencontré des gens formidables. C'est que toi, Camélia aussi. N'oublie pas. Merci, Lucien. Alors, du coup, à l'inverse, je m'adresse à toi, Daniel. Est-ce qu'il y a effectivement comment dirais-je, un intérêt particulier dans le cadre des propositions de Nouka Fayon pour ce que vient de citer Lucien, pour le consommer local, la production locale, etc. Est-ce que c'est un choix ou alors est-ce que c'est une évidence? En fait, c'est quelque chose qui relève pour nous d'un engagement. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens parler de tous ces sujets. Nous, ce que nous voulons, c'est inverser une tendance et avoir des éléments qui vont marquer ces processus. Je m'explique. Il y a bien un moment donné où sur toutes les filières, à la fois maraîchères, bien évidemment sur la question de l'élevage, caprin, bovin, ovin, il y a des questions qui se posent pour dire mais la Martinique doit acheter local. Alors pour acheter local, il faut produire local et qu'il faut qu'il y ait la visibilité et je dirais toujours un acte militant parce que acheter local, c'est un acte militant. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de prix, il y a des enjeux effectivement de qualité, mais je crois que dès lors qu'il y a une volonté d'inscrire la Martinique dans des filières d'excellence, les Martiniquaises et les Martiniquais auront la possibilité d'être plus nombreux à acheter local. Je vais prendre un exemple. Ce qui s'est passé pendant le premier confinement, où nous avons vraiment rencontré, pour moi avec beaucoup de joie, des agriculteurs qui se sont engagés dans ce qu'on appelle les circuits courts, sans passer par des relais de distribution, parce qu'ils étaient fermés. On s'est rendu compte à cette occasion qu'il y a une possibilité pour les Martiniquais d'acheter directement entre les mains des producteurs. Donc, je pense que cette réalité de circuit court est quelque chose qu'il faut encourager et accompagner. L'autre chose sur laquelle je pense que nous avons aussi à accompagner donc nos filières agricoles, c'est ce que le cacao a fait. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a du cacao partout un peu en Martinique grâce aux initiatives qui sont prises. Mais on sait qu'il y a aussi de l'investissement dans la recherche. Parce qu'on ne peut pas développer, je dirais, cette filière d'excellence sans avoir la possibilité de diversifier. Alors, Lucien, je te prie de m'excuser à ce stade-là, je vais te raconter certainement des bêtises, mais de diversifier les essences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cacao, il y a des cacaos, et qu'il y a incontestablement autour de ces cacaos la possibilité d'identifier
à la fois des goûts, des saveurs, mais aussi de la productivité. Ces espèces qui vont pouvoir permettre de développer plus de valeur ajoutée que d'autres. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Alors, il y a le PARM qui est là, mais nous devons accompagner aussi, parce que la recherche et le développement, ça coûte cher. Et là, la collectivité doit pouvoir s'investir. L'autre sujet sur lequel nous avons à accompagner, c'est ce qui s'est passé aussi sur les filières romières. Donc, la labellisation et la conquête de l'export. Parce que ça aussi, ça coûte. Donc, pouvoir tout à la fois labelliser, donc identifier une origine, Martinique. Donc ça coûte et il faut la protéger. Et d'autre part, accompagner donc nos producteurs dans des filières d'exportation. Et là aussi, ça coûte. Donc, c'est pour ça que nous avons au niveau de la collectivité à être réellement donc, aux côtés de nos producteurs pour pouvoir s'engager dans cette reconquête par la production locale du bien manger et du bien vivre ensemble ici à la Martinique. Très bien, merci beaucoup. Je n'ai pas dit trop de bêtises sur les essences, je ne suis pas, non, pas fort. Hein. Alors, au niveau des essences, sachez que nous ne plantons pas du cacao comme un champ de canne, mais il faut planter beaucoup d'arbres fruitiers autour et c'est là que le cacao va absorber tous les arômes qu'il y a autour et c'est là que la qualité sera supérieure. Voilà. Alors, je profite pour poser directement une question d'Annick qui demande s'il est possible de créer la filière café qui existait auparavant. Alors, la filière café, nous savons que c'est à moi ou à Daniel? C'est toi, Lucie. À toi. Je compléterai. Alors, la filière café, je sais que des Japonais sont venus chez moi parce que nous avons quelques caféiers, donc de l'Arabica. Nous avons aussi le Robusta, je crois. Et du coup, ils ont planté, je crois, 20 hectares dans le nord de la Martinique. Et apparemment, c'est un échec. Donc, après pas mal d'années, ils ont récolté que 60 kilos de café. Et ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'ils avaient escompté. Donc, aujourd'hui, je ne confierai pas à certains organismes une plantation de café. Je crois qu'il faut que nous, simples agriculteurs, hein, chaque personne, nous décidions comme on fait les jeunes là pour la vanille. Ils se sont regroupés, ils sont 12 et là, ils vont lancer cette filière vanille. Il faut que les gens de bonne volonté se retrouvent, ils s'assiedent autour d'une table et là, ils commencent à travailler. Parce que si c'est pour attendre sur d'autres personnes, on attendra très longtemps, très, très longtemps. Donc, il faut qu'ils se prennent en charge et qu'ils avancent. Il ne faut jamais rester sur place. Jamais, jamais. Si vous restez sur place, ça veut dire que vous reculez. Et il ne faut pas reculer. Voilà. Donc, sachez que le travail, que ce soit le café, le cacao, la vanille, tout, ça, c'est une excellente chose pour nous, les Martiniquais. Parce que tôt ou tard, les résultats seront là et on pourra récolter les fruits. Vous vous rendez compte, de 2012, nous avons lancé cette filière. Nous sommes en 2021, donc ça fait 9 ans et Valcaco est au sommet. Nous sommes sollicités de partout, de partout. Mais quand je vous dis partout, c'est nous avons envoyé, écoutez bien, hein, 50 kilos de fèves la semaine prochaine à l'ambassade de France en Angleterre. Et ils ont pris le transport et le kilo de fèves à 25 €. Vous vous rendez un peu compte? Et ils veulent travailler qu'avec nous actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu lors de notre premier envoi que c'était des fèves d'une grande qualité. Donc, nous avons un terroir qui est important en Martinique. Il faut l'utiliser pour toutes ces choses-là, que ce soit le café, la vanille, etc., etc. Nous avons du potentiel. Nos jeunes sont là. Ils sont prêts à recevoir la transmission qu'on peut leur donner pour avancer. Et ça, c'est tout bénéfique pour notre pays. Et moi, je dis ça, mais c'est mon cœur qui parle là parce que j'aime mon pays. Et je constate qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas parce que s'ils aimaient vraiment la Martinique, eh bien, ça c'est sûr, ils agiraient autrement pour notre pays. Voilà.
Donc, deux choses à retenir dans ce que tu viens de dire, Lucien. La première, quand on prend l'exemple de ces personnes qui se sont regroupées, se sont rassemblées pour pouvoir mettre en place une filière autour de la vanille, si je ne me trompe pas. Cela montre bien, illustre bien en tout cas le principe selon lequel parfois il faut peut-être se retrouver, faire un autour d'un projet, autour d'une vision. Alors, voilà, tout ça vous faire un clin d'œil à nous Café Young, c'est exactement ça. Des fois, parfois, cela s'impose à nous pour pouvoir en fait aller plus loin. On est bien plus fort ensemble. Et puis, j'entends aussi que nous n'avons pas à rougir de honte sur la question en fait d'être martiniquais et de savoir ce que nous avons à offrir au monde. Nous avons effectivement énormément de choses sur notre territoire et il suffit d'avoir, comme tu dis, de bonne volonté, des hommes et des femmes au service d'un projet. Et puis, c'est devant nous qu'à aller, quoi. Donc, c'est ce que j'entends en tout cas et que je retiens en tout cas pour ma part et que je souligne en tout cas pour le mettre à réflexion auprès de celles et ceux qui participent donc à ce live hebdo. Alors, j'aimerais quand même dire une petite chose, c'est pour voir l'importance que le cacao a pris, c'est que nous venons d'une manifestation qui était quand même assez lourde à gérer et nous n'avons même pas fini que le maire de Rivière-Pilote nous a imposé une autre manifestation ce week-end qui arrive. Aujourd'hui, j'étais à Rivière-Pilote et il nous a dit, et en plus, il a mis le cacao à l'honneur. Donc, nous sommes obligés d'être là. Et moi, je suis un petit peu fatigué ces jours-ci, mais le devoir m'appelle, il faut y aller parce qu'il n'y a pas moi, je ne suis pas le seul derrière, il y a des jeunes derrière moi et c'est pour eux que je fais ça. Voilà. Donc, pour vous dire que l'ampleur que le cacao a pris en Martinique, donc il faut que les autres filières s'organisent pour aussi faire la même chose. Voilà. Très bien. Merci, Lucien. Donc, l'heure avance, il est 20h14, mais nous avons encore quelques questions et une qui me fait sourire d'avance parce que d'un côté, Lucien, de l'autre, Daniel, nous savons que vous êtes tous les deux des hommes qui viennent du Sud et singulièrement donc de Rivière-Salée. Et il y a une question donc, qui concerne donc, le sud de la Martinique. Donc, je me permets de vous l'adresser à tous les deux. Oui. Quelle est votre vision pour le sud de la Martinique? Alors, on commence. Ma vision, répondre quand même. Ma vision pour le sud de la Martinique, j'ai déjà sillonné pas mal le sud depuis 3 mois. Et je constate qu'il y a beaucoup de maisons qui sont à l'abandon et on construit beaucoup d'HLM à Ducos partout. Et je dirais qu'il faudrait penser à faire autrement. D'accord? Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait tant de maisons abandonnées et puis bien sûr, il y a des personnes il y a des héritiers. Mais il faut trouver une solution pour que ça cesse parce qu'on est en train de labourer, de planter des maisons un peu partout. On diminue le nombre d'hectares. J'ai pris tout à l'heure, on a 22 000 hectares actuellement qu'on peut planter de la banane, de la canne, du cacao. 22 000, ce n'est pas énorme. Et chaque année, on réduit la quantité de terrain pour la partie agricole. Ce que je vois aussi pour le sud, c'est qu'il faudrait permettre, avant le TCSP, l'embouteillage commençait à Génipa. Aujourd'hui, le TCSP est là et l'embouteillage commence depuis Rivière-Salée. Donc, il y a un problème. Il faut régler ce problème de transport dans le sud. Voilà. Merci, Daniel. Écoutez, je vais encore proclamer mon amour du Sud. Comme ça. Je ne veux surtout ne pas blesser particulièrement les gens du Nord. Parce que nous sommes vraiment tous martiniquais. L'enjeu pour moi, c'est d'avoir un développement harmonieux et équilibré de tout le territoire. Voilà. Et avec des réalités qui doivent épouser un petit peu la vocation de chacune des parcelles de ce territoire. Et bien évidemment, le Sud a quelque chose qui est caractéristique, c'est bien évidemment le tourisme, mais pas que le tourisme. L'économie bleue, ce qu'on appelle toute l'économie bleue, la plaisance, tout ce qui est tourné et orienté vers la mer, ce sont des réalités qui sont propres à l'ensemble de la Martinique. Mais plus effectivement, on a qu'à regarder l'importance de la marina du marin aujourd'hui.
C'est un instrument extrêmement puissant parce que c'est un des plus grands ports de plaisance de la Caraïbe et qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui choisissent la Martinique comme point de départ pour louer des bateaux et ensuite partir donc à la découverte de la Caraïbe. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un tourisme qui soit durable, c'est un petit peu notre proposition, intégré et très harmonieux. Donc, il y a quelques beaux projets sur le sud, dans l'hôtellerie. Il y a tout ce qui est rénovation et réhabilitation du Calenda qui est en cours. Il y a des projets aussi sur l'ancienne exploitation du Diamond Rock. Donc, il y a aussi cette opportunité au diamant. Donc, faire en sorte que nous ayons, à travers cette filière touristique, mais beaucoup plus intégrée, qui fasse appel à l'ensemble des autres filières, filière agricole, filière aquacole, faire en sorte que le tourisme soit la vitrine de tout ce qui est saveur, gastronomie, produits locaux, de façon à ce qu'il y ait une authenticité attachée à ce développement touristique. Donc, le nautisme, pardon, la partie hôtellerie, mais aussi parce que nous avons des hotspots extraordinaires à Rivière-Salée, hein, c'est comme ça. La mangrove est aussi un espace privilégié où nous allons pouvoir valoriser nos espèces endémiques, valoriser donc ce qui fait aujourd'hui de la Martinique un des joyaux mondiaux. Je vous invite vraiment à aller visiter la mangrove de Rivière-Salée. Vous découvrirez des choses extraordinaires. Donc, voilà. Mais au-delà de la boutade, je pense que l'enjeu pour nous, c'est de sortir de ce modèle dans lequel la part est faite de manière trop importante à l'aspect consommation pour entrer dans une réalité de production de biens et de services à haute valeur ajoutée, dans lesquels nous aurons la possibilité, là aussi, de faire de la Martinique une terre d'attractivité. Et c'est pour ça que parmi les propositions que nous avons mis en œuvre, il y a ce qu'on appelle le développement d'un marketing territorial qui permette donc de développer l'attractivité de la Martinique à travers donc des offres qui soient très, très fortes, donc comme celles que je viens d'exprimer, mais pas que, puisque aussi on a en matière culturelle et en matière patrimoniale, ce que Lucien disait aussi, hein, bon, la réalité, c'est la réhabilitation des centres-bourgs, puisque nous voyons que les bourgs aujourd'hui du sud, du nord, du centre sont un petit peu paupérisés. Donc, redynamiser par l'embellissement de ces bourgs, l'accompagnement donc dans l'investissement, la rénovation, pour qu'on ait des villes qui soient belles, qui soient attractives et dans lesquelles les Martiniquais d'abord, les Martiniquaises, mais aussi les touristes auront à cœur de pouvoir bien être accueillis, reçus et dans lequel il sera vraiment extrêmement facile d'identifier et de dire là, on est en Martinique. C'est important, effectivement, ce n'est que quand on se sentira bien chez nous qu'on pourra effectivement accueillir encore mieux celles et ceux qui nous viennent de l'extérieur. Alors, une question pour toi, Lucien. Nous avons effectivement assisté hier à la présentation de la liste Nous Caféions et ça y est, nous savons tous que tu es retraité du monde pénitentiaire et beaucoup de nos jeunes sont aujourd'hui exposés à des environnements de violence sous toute forme. Est-ce que tu as donc des propositions, des propositions pour les jeunes qui sont régulièrement confrontés, exposés à ce type d'environnement au quotidien? Alors, pour commencer, avant-hier matin, à 4 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai écouté un candidat. D'accord? Et j'ai entendu une telle violence, et je ne suis pas le seul parce que j'ai partagé ça avec d'autres personnes, une telle violence dans la bouche de ce candidat que ces hommes ne peuvent pas être des références pour notre jeunesse. Donc, il faut déjà donner la leçon déjà par nos aînés. D'accord? Et ensuite, on pourra travailler avec les jeunes. J'ai écouté cet homme avec une telle rancœur, de la rancune envers un autre candidat. Je dis, mais c'est quoi ça? Non? Quand on est candidat dans une élection pareille, on est là pour défendre un bilan. On est là pour apporter des solutions et dire ses projets pour l'avenir, mais pas pour régler des comptes. Ce n'est pas fait pour cela. C'est pour ça que j'encourage nous dans
nous Caféyon, de ne pas parler des autres, parler de nous, de nos projets, et qu'on soit toujours élégant dans le verbe, qu'on soit toujours gentil, parce que ça parle beaucoup à la population martiniquaise. Alors, j'ai travaillé pendant 31 années dans les prisons françaises, depuis les Baumettes jusqu'à Fleury-Mérogis, Meaux, Ducos, etc. Eh bien, croyez-moi, c'est pas agréable de se voir enfermé pendant 22 heures dans 10 mètres carrés. Et quand on a l'occasion de parler avec ces jeunes-là, il faut leur parler des choses concrètes. Il ne faut pas leur parler du virtuel comme beaucoup on en parle, mais du concret. Nous avons rencontré des jeunes délinquants, bien entre guillemets, des futurs délinquants peut-être à Rivière-Salée, au quartier Lafayette. Eh bien, hier soir, je les ai vus quand j'ai déposé Bertina. Eh bien, ils étaient là. On leur a proposé de faire une réunion avec eux. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour discuter avec eux. Donc, il ne faut pas qu'on hésite à aller vers ces jeunes-là parce qu'ils attendent peut-être que ça. Et ça, c'est peut-être un déclic pour avancer. Et si on peut sauver ne serait-ce qu'un, ce serait beaucoup pour chacun. N'oublions jamais cela. Très bien. Merci beaucoup, Lucien. Toujours en matière de prévention, Daniel, est-ce que tu as des éléments, des compléments d'information sur les propositions de nos caféions autour de la prévention donc, de la violence sur l'ensemble du territoire? Et je crois qu'il y a, alors oui, il y a des choses extrêmement concrètes à faire. En fait, la prévention de la violence, parce que nous sommes issus de ce mouvement citoyen qui s'appelle Chemin d'avenir, passe par la restauration de la citoyenneté et par les plus jeunes. C'est-à-dire que, et nous avons rencontré des jeunes qui nous ont demandé ça, c'est-à-dire qui nous disent, mais on aurait tellement aimé être accompagnés pour ne pas rentrer dans la rupture, en fait, avec nos parcours scolaires, de formation, qui nous emmènent parfois jusqu'à la case prison. Et donc, ce qu'ils nous ont demandé, c'est justement d'être dans une réalité de proximité. Ce que Lucien, là, exprime, c'est ce qu'ils attendent, que nous allions vers eux, que nous puissions les mettre en situation de participer à des actions citoyennes, y compris avec ce qu'on appelle aujourd'hui la citoyenneté numérique, parce qu'ils ont tous accès à un portable, à une connexion. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils peuvent être réinstallés dans leur citoyenneté en leur permettant de participer à des actions de cohésion sociale. Ce n'est plus les regarder et les stigmatiser en étant un peu voilà, ceux qui les mettent à l'index, mais en allant vers eux, en leur proposant effectivement d'être partie prenante à quelque chose qui serait voilà, le projet que nous pouvons développer pour le territoire et à travers ça, les reconnaître parce que c'est ça qu'ils attendent. Ils s'attendent à être reconnus et à être valorisés et non pas à être vraiment stigmatisés. Et faire en sorte que l'appareil de formation soit accessible pour eux. Parce qu'aujourd'hui, et nous nous en sommes déjà rendus compte, il est extrêmement difficile de faire en sorte que dans leur univers carcéral, ils puissent préparer leur sortie. Parce que ce n'est pas seulement quand ils vont sortir qu'il faudra s'intéresser à eux. Donc, c'est à la fois lorsqu'ils sont en rupture, parfois dans des réalités difficiles d'univers carcéral et en prison, mais qu'il faut d'ores et déjà planter les éléments qui vont permettre de germer, de faire germer en eux des compétences, de la citoyenneté et de la capacité de réinsertion. Parce que quand on attend la sortie, il est trop tard. C'est clair. Effectivement, si on parle de prévention, c'est effectivement donc éviter d'attendre le moment où effectivement il est trop tard. Alors, on a quelques questions qui concernent le Nord. Je sais que ce n'est pas évident comment dirais-je, de pouvoir en fait répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que la semaine dernière, on a reçu Nadia. Les vidéos, elles sont disponibles aussi sur la chaîne YouTube de Chemin d'avenir. Donc, s'il y a des personnes qui veulent avoir ou entendre les propositions qui sont faites pour le Nord, et oui, nous partageons ce constat que le Nord est délaissé. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube d'Ariel. Je te laisse mettre dans le chat les éléments de référence pour retrouver ces vidéos. Et je terminerai. On a dépassé… Nadia est là d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Bonsoir Nadia.
Salut tout le monde. Coucou Nadia. Salut, je suis arrivée un petit peu tard, quelques obligations avec les bébés. Mais je salue tout le monde et effectivement, je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait faite sur le Nord ou sinon ne pas hésiter à prendre contact avec nous pour que je puisse répondre à vos questions plus précisément. Et bien, d'ailleurs, les autres membres de l'équipe, puisque la question du Nord tient à cœur à vraiment l'ensemble de l'équipe Nous Caféion, parce que justement, Nous Caféion et le Nord fait partie de ce 1 qui fait l'unité de la Martinique. Voilà. Merci Nadia pour ces éléments. Donc voilà, Dariel vous a mis les éléments pour retrouver la chaîne YouTube. Plus largement, pour terminer, si vous le voulez bien, il y a donc Evelyne Tom qui se posait la question donc, de savoir si nos foyers ruraux, les associations de quartier, les lieux où les jeunes pouvaient se rencontrer, s'exprimer autour de la culture, vannerie, broderie, couture, sport, dessin, chant, danse, poésie, jardinage, etc. Est-ce qu'ils sont toujours présents sur notre territoire? Et j'élargis en disant sinon, que faire pour pouvoir les remettre au goût du jour dans les quartiers? Et toujours Evelyne Tom qui demande quels sont les projets pour lutter contre l'illettrisme en Martinique. Et puis, elle termine en disant « Nous sommes entourés d'eau, des formations maritimes à mettre en place, un métier à valoriser et porteur. » Voilà, donc Daniel, Lucien, Alors, je veux bien répondre sur la partie foyers ruraux, maisons de quartier. Je vois que Rebecca est avec nous, donc nous avons une spécialiste, puisqu'il y a un formidable projet autour d'un lycée des métiers de la mer là, qui est en train de bien avancer maintenant. Et puis, voilà, il y a plein d'autres personnes. En tout cas, sur la partie foyers ruraux, alors, pour y avoir vraiment travaillé, il y a quelques qui existe. Donc, très directement à la question, oui, les foyers ruraux existent. Il y a donc cette fédération qui les anime. J'ai l'avantage d'être, comme ça la vie, c'est un Saléen qui est président de la fédération, hein, c'est comme ça, donc c'est Pierre Grébias, qui est un ami avec lequel on a aussi beaucoup travaillé. Et je pense que ce sont aujourd'hui des espaces qui mériteraient d'être revitalisés, c'est-à-dire qui vraiment y remettre de la vie, parce qu'il y a besoin que ces espaces soient beaucoup plus visibles, beaucoup plus mutualisés. Et nous proposons d'ailleurs, en complément de ce qui existe, donc des maisons de quartier, des conseils citoyens, de créer ce qu'on appelle la maison de la citoyenneté, puisque ça fait partie de ce que nous proposons aussi donc, dans le cadre de notre projet. Il s'agit en fait, particulièrement pour les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, donc d'enrichir la relation entre les jeunes et la cité, mais pas que les jeunes. Et donc, c'est avant tout une mise en réseau de missions locales, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, de Pôle emploi, Cap emploi, la DGSCS et de la CTM, et pour finalité de développer des modalités actuelle en fait de la citoyenneté des jeunes au service de la cohésion sociale. Donc, c'est vraiment s'intéresser à ce qu'ils mettent en œuvre, les accompagner et surtout donc susciter des initiatives, tout ce qui relève de la citoyenneté numérique, des débats citoyens, la relation directe avec les élus. Voilà un sujet qui mériterait vraiment d'être pris à bras le corps parce que nous n'entendons que ça, en tout cas sur le terrain, mais les élus, ils ont disparu. Ils sont là que pour les élections, on ne les voit pas. Donc, si nous pouvons structurer cette relation entre les citoyens et les élus, mais toute l'année, à travers, pourquoi pas, des espaces comme celui que nous avons ce soir, donc des plateformes, Zoom, et puis surtout, permettre l'accès à des financements participatifs pour que nous ayons donc les moyens d'accompagner ces propositions de projets. Voilà, donc tout ça dans le but de soutenir la création de tout ce qui est association visant à l'émancipation des jeunes citoyens et puis des actions autour du bien commun. Voilà, donc tout ça, ça participe de ce qu'on appelle la restauration de la citoyenneté autour de ce projet. Donc, oui aux foyers ruraux, oui à tout ce qui est maison de quartier, mais aussi donc du lien avec cette maison de la citoyenneté. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Donc, on voit bien effectivement qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre citoyenneté et politique. On a vraiment en fait comment dirais-je, une
convergence en fait à faire. C'est l'un est le prolongement de l'autre. Et c'est aussi ça, nous, Café Yon, c'est vraiment cette culture de la citoyenneté, cette sensibilisation sur l'importance qu'il y a pour tout un chacun de s'intéresser à la vie de la cité et de prendre part vraiment au débat, aux actions pour pouvoir en fait améliorer donc le quotidien de la population martiniquaise. Alors, je joue les prolongations, mais c'est une question qui me semble importante au regard de l'actualité. Une dernière question de Nicolas. Il y aura-t-il un projet de construction d'une centrale d'eau en cas de pénurie? Et du coup, je me permets de te passer le ballon, Daniel, pour pouvoir répondre à cette quand même, juste avant, on nous répondra à la question de Nicolas, mais sur la question des métiers de la mer, j'avais proposé que ce soit Rebecca qui revienne dessus. Puisque... Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai bien entendu. Donc, effectivement, je confirme ce que tu disais par rapport au métier de la mer. Donc, prochainement, à la rentrée de septembre, le campus des métiers et des qualifications de la mer, effectivement, sera effectivement… enfin, il a déjà été, on va dire… lancé depuis le mois de mars, mais il sera vraiment opérationnel à partir de septembre, de la rentrée de septembre 2021. Et tous les acteurs, effectivement, seront réunis pour pouvoir, effectivement, dynamiser cette filière. Notamment en créant des partenariats avec des collectivités, avec les centres de formation, mais vraiment c'est de redynamiser effectivement cette section et de pouvoir effectivement faire connaître et diversifier les différentes pratiques. Donc d'ici la rentrée de septembre 2021, le projet sera vraiment, on va dire, dans sa phase active. Très bien. Merci beaucoup, Rebecca, pour ces éléments. Concernant la maison de l'eau, je ne sais pas ce que Nicolas entend par maison de l'eau, pour pouvoir répondre. Comment ? Y aura-t-il un projet de construction d'une centrale d'eau en cas de pénurie? Une centrale d'eau. Alors, c'est ça, la centrale d'eau. Alors, sur ce sujet, je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui existent très bien et qui concernent la manière dont l'habitat est conçu. Ici, à la Martinique, je me suis promené beaucoup dans la Caraïbe et j'ai été édifié par quelque chose qui m'a frappé, et notamment dans les îles où il y a une gestion de l'eau qui tient compte de la rareté et parfois même de la pénurie. Les maisons, je pense à Antigua notamment, puisque j'y étais il y a quelque temps, et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je pense que nous devrions équiper chaque maison, chaque élément du bâti d'une citerne. Voilà. Et que cet équipement doit être cofinancé par la collectivité, puisqu'il s'agissait, je ne sais pas si, bon, certains ne s'en souviennent plus, mais chez nos parents et à la campagne particulièrement, n'est-ce pas, Lucien ? Oui. Il y avait toujours une citerne, toujours une citerne. Alors, c'était peut-être du temps où il n'y avait pas cette eau courante, hein, puisqu'il y avait la corvée d'eau à certains moments. Alors, les très jeunes n'ont pas connu ça, mais on avait donc la corvée d'eau. Et puis ensuite, il y a eu cette logique d'équipement de citerne. Et puis, ça s'est perdu. Et que ce soit l'habitat individuel comme l'habitat collectif, je pense qu'il y a vraiment des vertus à revenir donc à cet équipement simple, très efficace, qui permet donc, en cas de pénurie, d'alimenter des circuits d'eau qui ne sont pas nécessaires, je dirais, pour tout ce qui est consommation et eau potable, mais par contre, qui, dans une maison, sont fort utiles. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire ensuite à Nicolas, en fait, regardons comment améliorer l'existant, parce que nous sommes dans quelque chose, et on en parlait hier soir, où c'est dramatique pour les foyers martiniquais, et particulièrement ceux qui ont des modestes revenus. Le coût de la ressource en eau est vraiment très élevé au regard de la prestation qui est rendue. Nous avons, et vous savez, une des gestionnaires de l'ODE, hein, c'est une des structures qui gère l'eau à la Martinique, ça a été Madeleine de Grandmaison. J'ai passé du temps avec elle samedi, et je vous dis vraiment, gardons-nous de ne voir que l'aspect totalement immergé de l'iceberg. La vraie responsabilité de la crise de l'eau à la Martinique, ce sont les élus martiniquais. Parce que parmi les domaines dans lesquels nous avons eu très tôt la responsabilité, c'est sur le domaine de l'eau.
Et nous voyons aujourd'hui cet enchevêtrement entre les communautés d'agglomération, entre les fermiers, entre la CTM. Il y a tellement d'acteurs et d'opérateurs que plus personne n'est responsable de rien. Donc, le premier niveau, c'est la réforme de la gouvernance de l'eau. Le deuxième niveau, c'est d'engager donc avec les fermiers et l'État une remise à niveau de tout ce qui est installation, parce que nous avons un taux de déperdition dans les tuyaux qui nous ramènent de l'eau à nos domiciles qui est insupportable. Lorsque nous payons 100% du volume d'eau, nous n'avons réellement accès qu'à 50%. Donc, ça veut dire qu'il y a nécessairement de l'ordre à mettre et que cela passe par, et c'est le projet de Nuka Fayon, vraiment réformer la gouvernance de l'eau et mettre l'État devant ses responsabilités parce qu'il y a une telle manne d'investissement nécessaire aujourd'hui qu'il nous faut permettre à chacun, la collectivité, les fonds européens et l'État, de mettre un plan, alors que nous avions qualifié un plan Marshall de l'eau, et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Très bien, merci beaucoup. Alors, Logan qui précise que la CTM finance en partie la valorisation pour toutes les habitations martiniquaises. Mais on va donc finir sur cette question, sur la question de l'eau. On va donc fermer le débat. Bel passage. Une pensée pour celles et ceux qui sont en train de l'ouvrir pour voir s'il y a de l'eau qui coule. Alors, on arrive en tout cas au terme de notre live hebdo. Donc, je tiens au nom de l'équipe de Nuka Fayon à vous remercier de votre participation de mercredi en mercredi, de vendredi en vendredi. Vous êtes toujours connectés, toujours au rendez-vous et vous participez à la réflexion, à élever le débat. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cela. Merci à chacun de vous. Merci à Daniel et Lucien ce soir de nous avoir fait l'honneur de pouvoir échanger avec nous et de vous rendre accessible. Un clin d'œil aussi à Nadia qui s'est prêtée au jeu la semaine dernière et nous avons passé un agréable moment avec toi. Et puis, je veux aussi prendre le temps de remercier Dominique Desron, Michel Saint-Fort, Julien Lamont, Frédéric Bompard, Gianni, René, Patrice, Pascal, Christophe, Didier, Michael, Cassaline. Alors, ça bouge maintenant, donc je ne vois plus dans le même ordre. Mais Lamanac, Daniel, Dominique, Linel, Julien, Evelyne, Alain, enfin, toutes celles et ceux qui sont présents ce soir. Merci beaucoup. Je vous invite à rester connectés sur nos différents médias pour pouvoir participer aussi à nos rendez-vous physiques, à nos rendez-vous de campagne, parce que nous sommes aussi sur le terrain. Donc, nous aurons aussi beaucoup de plaisir à partager avec vous en direct sur le terrain, parce que c'est ça qui a fait aussi richesse PIA, c'est ça, c'est l'échange, le contact. Donc, restez connectés pour pouvoir suivre nos différents rendez-vous sur le terrain avec Lucien dans le sud, Nadia dans le nord, Daniel à Fort-de-France, Béatrice au centre-atlantique. Nous sommes là, on est sur le terrain, on est dans la proximité. Donc, voilà, merci aussi de donner du sens à notre démarche, à ces moments-là, parce que c'est vous aussi qui rendez ces moments-là de grande qualité. Donc, vraiment, merci pour tout ça. Daniel, je te laisse le mot de la fin. C'est Lucien ce soir qui conclut. Alors, Lucien, je te laisse le mot de la fin et je vous souhaite une bonne soirée et vraiment prenez soin de vous. Lucien, c'est toi qui… Alors, je ne serai pas très long, juste pour vous dire, Nuka Fayon, on nous reste soudés, unis, et puis rendez-vous le 20 et le 27. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à Bonne tous. soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, bonne soirée. Allez, bois pour aller. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci. C'était très bien. C'est qui?